À la une de l'actualité ce soir, l'UEMOA a 22 ans et un anniversaire qui s'est fête dans la capitale burkinabé sous le signe du bilan dans de nombreux domaines. Au rapport, l'institution sous-régionale se porte bien. Elle a même décidé de mettre l'accent sur la production énergétique, le développement de la voie ferroviaire, l'agriculture et l'accès à l'eau potable. Dans ce journal, vous entendrez le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Adibou Soumaré. Et puis, à Waiguia, dans le nord, les étudiants de l'école de médecine du centre polytechnique universitaire ont pris en otage ce matin les responsables de leur école. Ils exigent la délibération de la session de rattrapage et l'ouverture de leur inscription pour la nouvelle année 2015-2016. Comment en est-on arrivé là? Toutes les voies de recours ont-elles été suffisamment épuisées? Élément de réponse dans ce journal. Et puis au Sénégal, 5000 enseignants grévistes menacés de licenciement. Le gouvernement a fixé en effet aux enseignants grévistes un ultimatum de 24 heures à partir de ce lundi. Ceux qui ne s'exécuteront pas risquent la révocation avec suspension du droit à la pension ou le licenciement sans préavis. Mais ces menaces semblent ne pas effrayer les syndicats qui ont porté plainte contre le gouvernement du Sénégal auprès du BIT, le Bureau international du travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, à Kosiam, à la présidence du FASO, le président du FASO reçoit le directeur régional pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel pour le compte de la République fédérale d'Allemagne. Les questions sécuritaires ont surtout dominé les échanges entre les deux personnalités et il a aussi été question de développement. On fait le point avec Nyarkiteda. Le tête-à-tête annonce de bonnes nouvelles pour le Burkina. L'Allemagne s'engage à œuvrer aux côtés du Burkina Faso pour faire face à la menace terroriste qui gagne du terrain avec plusieurs attaques frontalières déjà enregistrées. C'est la quintessence de l'entretien entre le président du Faso et le directeur régional pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel au compte de l'Allemagne. Comme vous le bien savez, l'Allemagne est engagée à côté des voisins, à côté du Mali, avec une participation très élevée près de la MINUSMA, mais aussi à Niger. Et à mon avis, il faut bien élaborer et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la coopération sécuritaire avec le pays comme le Burkina Faso, qui est un pays ami, un pays partenariat. Dans ce partenariat dynamique, l'Allemagne va consolider davantage l'aide au développement au profit du Burkina pour répondre aux défis économiques et politiques. Les dernières 10 années, l'Allemagne a soutenu le Burkina avec un montant de 285 milliards de francs CFA. Donc on était là depuis très longtemps et l'Allemagne sera aussi à côté du Burkina en faisant face aux défis économiques, sociaux et politiques. L'hôte du président du Faso a aussi félicité le Burkina pour la bonne tenue des élections présidentielles et législatives, marquant ainsi le retour à une vie constitutionnelle normale. Et puis toujours chez le président du Faso, les parents des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 sont allés comprendre le sort réservé au traitement de leurs dossiers, notamment en ce qui concerne la justice et les indemnisations. Au président du Faso, ils ont confié leur souhait d'un règlement diligent de leur dossier. Et c'est ce qu'ils ont confié également à Zalissa Sanfo à leur sortie d'audience. Les familles des martyrs des 30 et 31 octobre 2014 et celles du coup d'État manqué du 16 septembre ont mal dans leur peau et dans leur chair. Ils se sentent abandonnés, délaissés et incompris. Au président du Faso, ils sont venus le dire et traduire aussi leur état d'âme. Après 1 heure d'entretien, ils se disent comblés. Ils ont trouvé une oreille attentive et des réponses concrètes à leurs préoccupations. Désormais, toutes les questions les concernant seront directement traitées à la présidence et pas seulement. La première des doléances que nous lui avons exprimées, c'est la justice pour les martyrs. La deuxième chose sur laquelle effectivement nous sommes appesantis, c'est les mesures sociales qui ont été prises pour les différentes familles des martyrs. Aujourd'hui, au titre de ces mesures, il n'y a seulement que la somme de 750 000 francs qui avait été promis pour les différents martyrs dont les familles qui n'avaient pas d'enfants. Et cette mesure a été mise en œuvre. Pour le reste des mesures, nous sommes toujours en attente. Son Excellence nous a promis que l'ensemble de ces mesures seront effectivement mises en application.
À la suite des parents des victimes, le président a parlé affaires avec la délégation de la société minière West African Resources. Ils ont discuté des perspectives du développement de la société, mais aussi d'investissement social pour un partenariat gagnant-gagnant. Et avant de poursuivre, le président du Faso se rend demain 14 juin à Bruxelles, en Belgique, pour prendre part aux Journées européennes du développement. Roch Marc-Christian Kaboré aura des entretiens avec des personnalités belges et européennes, mais également aura à présider des panels au cours de ces journées. Je vous le disais en titre, l'UEMOA a 22 ans et un anniversaire qui s'est fait à Ouagadougou où siège l'institution sous-régionale. C'est surtout le bilan des 22 ans qui a été mis en exergue par le président de l'Union, Cheikh Hadjibou Soumaré. Et pour lui, l'UEMOA se porte bien, surtout qu'elle a décidé de mettre l'accent sur la production énergétique, le développement de la voie ferroviaire, l'agriculture et l'accès à l'eau potable. L'UEMOA a bénéficié de financement de la Banque islamique de développement pour la réalisation de ces projets. On essaie de comprendre davantage avec Moussa Ouedraogo et Amadine Lalsaga. Le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été maintenu à son poste de président de la commission de l'UEMOA le 5 juin dernier à Dakar lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le président de la commission se félicite des résultats engrangés depuis 22 ans, mais il compte sur les nombreux chantiers en cours pour que l'intégration soit une réalité. Nous essayons de travailler à faire en sorte que les jeunes et les femmes de notre union puissent se sentir partout où ils sont, comme chez eux. Et c'est notre combat à nous. Et pour l'épanouissement des populations des 8 pays membres, l'Union met l'accent sur la production énergétique sous-régionale. Nous sommes en train de travailler sur les pôles de production énergétique pour soulager un peu les politiques nationales. Même si, par le principe de la subsidiarité, nous devons aller vers des politiques nationales, mais il y a des politiques qui ne peuvent pas être des politiques de subsidiarité, telles que l'énergie. Le développement de l'agriculture et l'amélioration de l'accès à l'eau potable sont aussi prioritaires pour l'institution. Nous avions un programme important de 8000 forages que nous avions prévus dans les différents pays. À un certain moment, nous avions fait près de 300 forages par pays. Un des partenaires les plus importants qui nous a soutenus d'ailleurs dans ce programme, c'est la Banque islamique de développement. Indépendamment de ce que nous avons mis sur ressources propres, de près de 45 milliards déjà sur le premier projet, la Banque islamique de développement a mis à notre disposition 100 millions de dollars, à peu près 50 milliards. L'Union économique et monétaire ouest-africaine souhaite également développer la voie ferroviaire pour faciliter les échanges commerciaux et booster l'économie. Et puis la culture au rendez-vous de cet anniversaire, une dizaine de plasticiens de l'espace communautaire exposent en ce moment au siège de l'institution. Convergence, c'est le thème de cette exposition qui donne à voir une trentaine d'œuvres plasticiens. Moussa Ouedraogo et Amadine Lalsaga. Sur cette toile, chacun des 11 artistes plasticiens venus des 8 pays membres de l'UEMOA est allé de son imagination pour représenter l'intégration. Ces œuvres sont le fruit de plusieurs années de travail. Les problèmes, ce n'est pas des objets abstraits, c'est des objets qui sont la synthèse d'une pensée intellectuelle qui émane de la vie des Africains et de leur futur. D'où c'est l'ensemble de cette réflexion intellectuelle sur la société qui se trouve concentrée dans des objets que vous avez été des objets témoins de notre histoire et de notre réalité actuelle. Cette exposition dénommée Convergence est une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'institution veut propulser la dimension économique de la culture et permettre aux artistes de vivre de leurs œuvres. Quand vous regardez un tableau, généralement, vous ne pouvez même pas, à moins que vous soyez fasciné simplement par le tableau et que vous l'achetiez. Mais le message qui est véhiculé, si vous écoutez les artistes aujourd'hui, vous expliquez, c'est tout le message d'une Afrique renaissante, d'une Afrique qui doit se prendre en charge, d'une Afrique qui doit être une Afrique décomplexée, d'une Afrique qui doit être ancrée dans ses valeurs, qui doit d'abord reprendre toute sa place. L'exposition Convergence se tient sous le hall du siège de l'UEMOA. Débutée ce 13 juin 2016, elle s'étend sur un mois.
Ce 13 juin également, la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso a procédé à l'ouverture de la deuxième session des assises criminelles de l'année 2015. 23 accusés pour s'expliquer sur des faits qui leur sont reprochés. Et parmi ces faits, des crimes contre les bonnes mœurs. Et les audiences vont durer 5 jours. On essaie de comprendre sur place avec Moumouni Baro et Martin Ulrich Zerbo. Au titre de l'année judiciaire 2015-2016, voilà la deuxième session de la chambre criminelle à Bobo-Dioulasso. Et pour cette session, 16 dossiers impliquant 23 accusés sont inscrits sur la liste des causes qui doivent être plaidées devant les tribunaux. Au total, 23 accusés. Les dossiers sont répartis ainsi qu'il suit. 3 dossiers de crimes de sang, 3 dossiers de crimes contre les biens, 3 dossiers de détournement de deniers publics et 7 dossiers de crimes contre les bonnes mœurs. Il existe une particularité, notamment dans le traitement des dossiers jugés devant la chambre criminelle. La procédure est plus longue, contrairement à celle des dossiers correctionnels. Ça commence déjà à la police, à la gendarmerie. Ça vient chez le procureur qui ouvre une information. Et le juge d'instruction instruit le dossier. Et lorsque le juge a fini l'instruction, il retourne le dossier au procureur, il prend des réquisitions et le juge transmet le dossier à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation fait une autre instruction, l'instruction du second degré. Et c'est après ça que la chambre d'accusation renvoie le dossier à la chambre criminelle pour être jugé. Selon le procureur général, l'objectif principal visé par la tenue des audiences de la chambre criminelle est de rapprocher la justice du justiciable. Le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 13 juin la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme pour mettre fin à la persécution des albinos. Persécutés, agressés et tués dans certains pays d'Afrique subsaharienne en raison des croyances liées à la sorcellerie, les albinos étaient donc les vedettes de cette célébration. Ibrahima Sombié, Adama Koulibaly. Deuxième journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, mais la première célébrée au Burkina, ce 13 juin est une interpellation de l'opinion sur les conditions que vivent les personnes atteintes d'albinisme à travers le monde. Au Burkina Faso, la situation n'est guère reluisante, d'où la thématique de la protection des droits des albinos. On attend surtout des autorités gouvernementales une implication donc du ministère de la Femme et de la Solidarité dans les problèmes des personnes albinos, notamment les problèmes d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de personnes diplômées et déscolarisées qui attendent d'être employées. Si l'État peut faire des efforts dans le cadre de la prise en charge des personnes handicapées en général et des personnes albinos en particulier, dans la résolution du chômage dans ce milieu, c'est ça notre préoccupation majeure. Outre les questions de santé, avec les problèmes d'yeux et surtout les cancers de peau qui font chaque année des victimes parmi les albinos, la stigmatisation constitue un autre phénomène. Il y a mes amis qui jouent avec moi, il y a ceux qui ne jouent pas avec moi. Ils disent que je suis méchante, que je mange les gens. Il y a des autres, mes amis, ils sont en train de m'insulter à l'école, à la maison. Je suis en train de jouer, une fille est venue et puis elle a dit que moi je suis méchante. Et puis elle a commencé à s'enfuir. L'APIBA, l'association burkinabé pour l'intégration de la personne albinos, a saisi cette occasion pour interpeller l'État sur un certain nombre de points, dont la prise en charge des cancers de peau, la facilitation d'accès aux fonds nationaux ou encore l'accélération de la carte d'invalidité pour les personnes albinos. Renforcer les compétences du personnel de santé du CENO, c'est l'objectif d'une formation initiée par la Direction générale des œuvres universitaires. Une session qui doit permettre aux stagiaires de revisiter les principes de lutte contre le paludisme, le sida et le cancer du col de l'utérus en milieu estudiantin. Estelle Judith Assogba. Les agents de santé du Centre national des œuvres universitaires se forment pour désormais mieux prendre en charge certaines pathologies et prévenir des infections en milieu universitaire. Une formation axée sur le paludisme, le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus de la femme. Pour assurer sa mission d'améliorer les conditions de vie des étudiants dans les campus universitaires,
Le CENU verra bientôt son plateau technique renforcé. Il est envisagé que des ambulances soient acquises et également du matériel pour faciliter les activités de sensibilisation, mais aussi du matériel de laboratoire. Donc nous espérons que progressivement l'ensemble du dispositif pourra se mettre en place pour qu'au niveau du CENU, nous soyons à même de répondre avec la plus grande diligence aux préoccupations de santé des étudiants. La même formation est prévue à Koudougou et à Bobo-Dioulasso et que donc le personnel de santé du CENU sera armé pour répondre, disons, aux problèmes de santé les plus courants que rencontrent les étudiants. La direction des projets cités universitaires apporte son appui financier dans la réalisation de cette activité du CENU. Une activité qui va permettre d'améliorer les prestations de cette structure au profit de la jeunesse estudiantine. Et puis une journée de solidarité à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou. La société de commerce Canis Commodities a fait don de 40 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et la somme de plus de 16 millions de francs CFA en faveur des malades de toutes les formations sanitaires de la ville de Ouagadougou. Le témoignage de Kadi Sanogo. Un geste pour venir en aide aux différents malades des formations sanitaires de la ville de Ouagadougou en ce mois béni de Ramadan. Des vivres et des produits de première nécessité, donc 40 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, des cartons de savon et la somme de 16 millions de francs CFA. Voici ce que le comité de gestion de la mosquée du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo a remis. À l'occasion du mois béni de Ramadan, apporter un soutien spirituel, moral et matériel aux malades de toutes les formations sanitaires de la ville de Ouagadougou. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette journée-là. Cette année, avec la bénédiction de Dieu, nous avons voulu quand même marquer notre présence, être proche donc, des malades qui ont besoin de ce réconfort-là. Et le PDG Kanazo Inoussa, il n'est pas sa première action, c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Ce geste a été bien apprécié par le premier responsable du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Vous savez que l'hôpital Yalgado, de par sa taille, nous avons beaucoup de patients ici qui sont dans le besoin, tant en ce qui concerne leur entretien quotidien que pour honorer certains frais d'examen, de médicaments, etc. Une contribution qui va aider à la coupure du carême et à la prise en charge des malades hospitalisés. Migration, mobilité et développement en Afrique, le sujet est au centre d'une réflexion qui se mène en ce moment à Ouagadougou. Ce sont des échanges entre chercheurs, praticiens et agents publics dans le domaine des migrations et de la mobilité sous-régionale. On essaie de comprendre avec Moumouni Soubega. La migration et les mobilités humaines en Afrique sont des pratiques de plus en plus courantes avec leur cortège de conséquences. Elles ont pour nom insécurité et succession de drames des migrants africains en Méditerranée. C'est une situation qui interpelle les chercheurs et c'est ce qui justifie la présente rencontre de Ouagadougou. Nous sommes très heureux d'accueillir donc cet atelier qui va réunir des chercheurs dans le domaine des migrations, des économistes, des sociologues, etc., qui vont se plancher, qui vont réfléchir et apporter des solutions aux questions de migration, de mobilité et de développement en rapport avec la nouvelle donne mondiale aujourd'hui. À travers ces échanges, le programme Mich des Fruits mis en place par l'ASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, veut établir un lien entre migration, mobilité et développement. Les chercheurs peuvent synthétiser les données qui existent, synthétiser les connaissances qui existent, non pas pour arrêter les migrations, ce qui est complètement impossible et utopique, mais pour pouvoir donc les organiser et les mettre au service donc du développement national, sous-régional et finalement du développement universel. L'ISSP, l'ACAD Ouagadougou, le programme Mich des Fruits et leurs partenaires suisses ont rendu possible ce cadre d'échange. À terme, il est question pour ces chercheurs de faire des propositions au gouvernement afin que les questions de migration et de mobilité humaine soient mieux gérées en Afrique. Le mouvement citoyen pour la paix universelle s'engage dans la promotion des valeurs comme le respect de l'autre, le patriotisme et le civisme. À travers un séminaire, le mouvement citoyen pour la paix universelle veut sensibiliser surtout les jeunes. Oumou Sissé. L'incivisme va grandissant dans le pays des hommes intègres. Pour contribuer à son éradication,
Le mouvement citoyen pour la paix universelle sensibilise les jeunes à travers un séminaire. Comme menu, ces jeunes ont eu droit à des communications sur le civisme, le patriotisme, la sécurité routière et le respect de l'autre. C'est un événement qui est d'actualité, le civisme. Ça ne va pas. C'est la cause qui nous réunit ici aujourd'hui. Sensibiliser nos jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les frapper, on ne va pas les frapper. On ne peut que les sensibiliser à travers ces événements. On pourra les impacter, les sensibiliser jusqu'à ce qu'ils comprennent que la vie, c'est parce qu'on vit aujourd'hui. Ils doivent suivre les conseils, les pas de nos anciens et voir comment se comporter pour que le Burkina prospère demain. Selon les communicateurs, il est de la responsabilité des parents d'inculquer les bonnes valeurs à leurs enfants. L'incivisme se pose comme un frein au développement économique et social du pays. À ce séminaire, les participants ont eu droit également à l'avant-première du film documentaire Zoom sur l'incivisme au Burkina Faso. Un film qui retrace les causes de cette situation et propose des solutions. Je vous le disais en titre, les étudiants de l'école de médecine du centre polytechnique universitaire de Waiguia dans le nord du Burkina ont pris en otage ce 13 juin les responsables de leur école. Les manifestants exigent la délibération des résultats de la session de rattrapage de l'année académique 2014-2015 et l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2015-2016. Les étudiants affirment en être arrivés là après de multiples démarches infructueuses. Herman Toé sur place à Waiguia. Les midis à la direction régionale des enseignements secondaires du Nord. Portail fermé et gardé à l'intérieur du bâtiment. Des étudiants face à leur chargé de mission et quelques membres de l'administration. Séance tenante, ces derniers sont obligés de répondre aux soucis des étudiants liés à un retard accusé dans l'exécution du programme académique. Depuis la 4e année, le cours d'urgence médicale, de réanimation chirurgicale et médicale, le cours n'a pas été fait depuis la 4e année. Et pourtant, je suis allé en 6e année. Les 2e années n'ont pas fait de sémio médical. Les 3e années n'ont pas fait de sémio médical ni de sémio chirurgical. Les cours de biophysique n'ont pas été faits depuis 2 années. Les cours de neuroanatomie n'ont pas été faits. De quel genre de médecins vous voulez former? Des interrogations bien fondées selon le premier responsable de l'établissement, qui ne demande que plus de compréhension et de patience. C'est vrai qu'ils ont raison. Si j'étais à leur place, je ne sais pas si je ne ferais pas autant. Le retard qui est accusé là, c'est à partir de la 3e année. 3e année, 4e année et 5e année. Il faut dire que c'est dû, pour ma part, principalement à quoi? Mais à la surcharge en réalité que nous constatons au niveau des enseignants. Nos collègues de Ouaga qui viennent ici pour assurer les enseignements, et ceux qui assurent les enseignements à Ouaga, ceux qui assurent les enseignements en partie à Bobo, donc ceux qui aident l'USTA. Toutefois, ces étudiants estiment que l'État doit les rapatrier à l'université Joseph Kizerbo, à défaut de trouver des solutions concrètes à leurs problèmes. Et puis, dans un reportage diffusé sur nos antennes à propos des grèves liées au boycott du BEPC session 2016, un intervenant affirmait que le SNES, le syndicat national des enseignants du secondaire, la section des Dougou, faisait partie des grévistes. Dans l'intervention qui va suivre, le représentant du SNES à Dédougou demande toute participation de son organisation au boycott. On suit Abdoulaye Compaoré. Par rapport aux corrections de boycott, de correction du BPC, ce sont de 2016, nous avons reçu un message de notre bureau national qui nous informait que le mouvement engagé à cet effet ne concernait pas le SNES. Mais à notre grande surprise, nous apprenons à travers la télé nationale que le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES et celui de la FSINTER étaient en mouvement, boycottant les corrections pour soutenir les camarades de Banfoura. Voilà. Nous tenons à travers votre micro à rassurer nos militants que l'information que nous avons donnée, relayée, l'information du Bureau national que nous avons relayée, n'a pas changé en termes de contenu. Pour les rassurer également que le SNES, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, n'est pas engagé dans ce mouvement. Pourtant, le secrétaire à l'information de la FSINTER confirme la présence des 2 éléments du SNES.
Bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'agir librement. S'il l'a trouvé, si certains collègues soutiennent le mouvement, nous désengageons. Mais au niveau du SNES, nous avons été clairs que le mouvement ne nous concernait pas. Et nos militants dévoués et engagés ont suivi vraiment le mot d'ordre. Au Sénégal, 5000 enseignants grévistes menacés de licenciement. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement sénégalais a fixé aux enseignants grévistes un ultimatum de 24 heures à partir de ce lundi pour se conformer à l'ordre de réquisition des autorités. Des réquisitions ont été envoyées à près de 5000 enseignants dans le but de mettre fin aux nombreuses grèves dans les écoles. Ceux qui ne s'exécuteront pas risquent la révocation avec suspension du droit à pension quand il s'agit des enseignants fonctionnaires ou le licenciement sans préavis pour les agents non fonctionnaires. La menace brandie par le gouvernement sénégalais a provoqué la colère de grands cadres des syndicats d'enseignants et du cadre unitaire des syndicats d'enseignants. Ces deux confédérations syndicales ont décidé de déposer une plainte contre le gouvernement sénégalais. L'État du Sénégal a décidé de la réquisition de plus de 5000 enseignants. Une mesure prise dans le but de mettre un terme à la crise que connaît le système éducatif. Le gouvernement avait annoncé qu'à compter de ce lundi 13 juin, tout enseignant réfractaire encourt la radiation, le licenciement sans préavis avec suspension du droit à pension. Aujourd'hui, l'espoir est permis dans la recherche de solutions entre l'État du Sénégal et les enseignants grévistes. Suite aux médiations des autorités religieuses, notamment celle du porte-parole du khalife général de la confrérie Tidjane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, le président Macky Sall a décidé de recevoir en audience les grévistes dans les prochains jours. Il est rappelé aux enseignants dûment réquisitionnés qui ont soit refusé de recevoir notification de leur réquisition, soit refusé du déféré, qu'en sus des sanctions pénales prévues aux articles 7 du statut général des fonctionnaires et L 279-M du Code du travail, le refus de déférer à un ordre de réquisition expose le contrevenant à diverses sanctions disciplinaires applicables sans la procédure du Conseil des disciplines. Les enseignants ont accepté de surseoir à leur mot d'ordre de grève suite à la médiation de Serigne Abdoul Aziz Sy. Cependant, ils n'excluent pas de porter plainte contre le gouvernement du Sénégal. Évidemment, des autorités religieuses particulièrement ne peuvent pas rester insensibles en tant que régulateur social. Elles ont donc demandé à nous rencontrer et sur la base de leur conseil, évidemment, nous avons accepté donc d'éviter cela en allant dans le sens de suspendre le mot d'ordre et aller dans le sens de rendre les notes à l'administration et participer au conseil de classe. Maintenant, par rapport à la plainte, évidemment, nous allons la déposer. Nous allons la déposer parce que aujourd'hui, cette batterie de mesures qui a été prise veut mettre un terme au droit syndical au Sénégal. Cela est totalement inacceptable. Rappelons qu'en 2014, année d'ouverture des assises de l'éducation nationale, les acteurs du secteur ont mis en place un code d'éthique et de déontologie, un pacte de stabilité et un serment de l'enseignement. Aujourd'hui, face à la récurrence des grèves, le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé que les enseignants grévistes seront radiés, une mesure qui a causé la colère des enseignants. Le 15 juin 2016 se tiendront les épreuves du baccalauréat général série G, F6, de même que les épreuves physiques du BFM. Quant aux examens du CFE et de l'entrée en 6e, ils auront lieu du 21 au 22 juin 2016. Et puis le lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso et l'université Ouaga 2, vainqueurs du concours d'art oratoire Thé-Batteur. Créé en 2013, Thé-Batteur est un concours d'éloquence et de débat qui oppose des étudiants et des élèves. Abdourahmane Zongo. Studio de la radio mère, Radio Burkina, et le verdict de la finale des élèves fait office du sacre du lycée Ouézin Koulibaly au détriment du lycée Nelson Mandela. Les 4 finalistes, divisés en couples de participants, ont débattu sur le thème dont voici la substance. La politique de la chaise vide en Afrique, opportunité ou menace pour la démocratie. L'argumentaire du oui l'emporte, selon le jury. J'invite tous les jeunes à participer à ce concours Thé-Batteur-là parce que c'est une manière d'abord d'apprendre et ensuite c'est une manière d'impacter son entourage. Les Kogluego, une justice tyrannique ou palliative, démontre-le. L'université Ouaga 2 pro Kogluego dans cette compétition
ravit la vedette à sa concurrente polytechnique de Bobo Dioulasso anti-Kogluego. Nous avons défendu la position pour le Kogluego et on a argumenté comme on le peut et heureusement nous avons été compris par les membres du jury. L'initiateur revient sur les objectifs recherchés. Batteur, qui est un néologisme qui combine le thé et le batteur. C'est né à Bobo Dioulasso dans l'esprit de faire en sorte que les grains de thé qui sont des espaces de rencontre entre les jeunes à Bobo puissent être des grains de thé qui vont participer du renforcement de la démocratie. Les vainqueurs représenteront le Burkina Faso à une finale régionale prévue au mois de juillet prochain et face aux adversaires venus de la Côte d'Ivoire, aussi bien dans la catégorie des élèves que celle des étudiants. Et puis pour refermer ce journal, la revue de presse des quotidiens de ce lundi. Les quotidiens reviennent sur l'insécurité au Burkina Faso et estiment qu'elle pourra menacer les fondements du pays. Aimé Solange Guigma nous signe la revue de presse. Il est question dans les parutions du jour de l'insécurité au Burkina Faso. Pour le soir, le Burkina doit inquiéter au regard des problèmes en forme d'une insécurité qui menace sérieusement les fondements et la stabilité du pays, surtout l'insécurité constatée dans le monde judiciaire et politique. Le journal précise que le cas de Kogluego est encore plus grave au sens où c'est le fondement de l'état de droit et de la République qui se trouve mis à rude épreuve. Cette structure d'autodéfense, selon le SOA, s'est autorisée les rôles de police, de justice, de percepteur et même d'administrateur public. Heureusement que celui-là même que l'on considère comme le chef suprême des Kogluego a décidé de mettre le holà dans l'affaire de ses frères d'armes qui ne respectent aucune frontière dans leurs actions, s'exclame Sidoya. Le journal de tous les Burkinabés indique également que la fin de la récréation a été sifflée à Fada par le ministre Compaoré, pour qui il n'est plus question que des gens fabriquent des prisons, affiche aujourd'hui au Faso. Même si cela va demander une mobilisation des forces de défense, de forces de sécurité, mais également chacun pris individuellement et collectivement, ajoute Simon Compaoré dans le quotidien. Ainsi, les Kogluego ne pourront plus défier l'autorité de l'État, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour cette édition unique de l'actualité sur la RTB ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.